Bienvenue dans notre maison d'édition, IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Critique de la raison pratique par Emmanuel Kant lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Préface. Cet ouvrage est intitulé simplement Critique de la raison pratique en général et non critique de la raison pure pratique, comme semble l'exiger le parallélisme de la raison pratique avec la raison spéculative. Le motif en sera suffisamment indiqué par ce traité lui-même. Il doit uniquement établir qu'il y a une raison pure pratique et il en critique dans cette vue tout le pouvoir, Vermeugen, pratique. Si cette entreprise réussit, il n'est pas besoin de critiquer le pouvoir pur lui-même, pour savoir si la raison, en s'attribuant présomptueusement un tel pouvoir, ne se dépasse, Übersteige, pas elle-même, comme cela arrive à la raison spéculative. En effet, si elle est réellement pratique, en tant que raison pure, elle prouve sa réalité et celle de ses concepts par le fait même, et tout raisonnement subtil, Vernunften, niant la possibilité pour elle d'être pratique, est fait en pure perte, ist Vergeblich. Avec ce pouvoir est aussi fermement établie désormais la liberté transcendantale, en prenant cette expression au sens absolu que réclamait, dans son usage du concept de causalité, la raison spéculative pour échapper à l'antinomie où elle tombe inévitablement lorsque, dans la série de la liaison causale, elle veut concevoir l'inconditionné, unbedingt. Ce concept, la raison spéculative ne pouvait le poser que problématiquement comme non impossible à penser sans en affirmer, si Chern, la réalité objective, et uniquement pour ne pas être attaquée dans son essence et plongée dans un abîme de scepticisme, à cause de la prétendue impossibilité de ce qu'elle doit au moins faire valoir comme concevable, denkbar. Le concept de la liberté, en tant que la réalité en est prouvée, bewiesen, par une loi apodictique de la raison pratique, forme la clé de voûte de tout l'édifice d'un système de la raison pure et même de la raison spéculative. Tous les autres concepts, ceux de Dieu et de l'immortalité, qui, comme simples, bloss, idées, demeurent sans support dans la raison spéculative, se rattachent à ce concept et acquièrent avec lui et par lui, de la consistance et de la réalité objective, c'est-à-dire que leur possibilité est prouvée par le fait que la liberté est réelle. Car cette idée se manifeste par la loi morale, cependant la liberté est aussi la seule de toutes les idées de la raison spéculative dont nous connaissons, wissen, a priori la possibilité, sans toutefois l'apercevoir, einzuseln, parce qu'elle est la condition. Par là aussi, je comprends pourquoi les objections les plus graves contre la critique, que j'ai rencontrées jusqu'ici, tournent précisément autour de ces deux points capitaux, Handeln, d'une part, la réalité objective des catégories appliquées au noumen, niée dans la connaissance théorique, affirmée dans la connaissance pratique. De l'autre, la prétention paradoxale de se considérer comme noumen en tant que sujet de la liberté, mais en même temps comme phénomène dans sa propre conscience empirique et par rapport à la nature. Aussi longtemps, en effet, qu'on n'avait pas de concept déterminé de la moralité et de la liberté, on ne pouvait conjecturer, d'un côté ce qu'on voulait donner pour base comme noumen au phénomène supposé, et, d'un autre côté, s'il est même possible de s'en faire encore un concept quand auparavant on a affecté, gewidmet, tous les concepts de l'entendement pur, dans l'usage théorique, exclusivement au simple phénomène. Seule une critique détaillée de la raison pratique peut faire disparaître toute méprise, Missdeutung, et mettre en pleine lumière la manière conséquente de penser, conséquente Denkungsart, qui en fait précisément le principal mérite. Cela suffit à expliquer pourquoi, dans cet ouvrage, les concepts et les principes de la raison pure spéculative, qui ont déjà subi cependant leur critique particulière, sont soumis de nouveau encore à l'examen. Ce procédé ne convient pas bien, dans d'autres cas, à la marche systématique par laquelle on constitue une science, puisque les choses jugées peuvent à bon droit être citées, mais non être mises de nouveau en discussion. Dans le cas présent, cependant, il était permis et même nécessaire, parce que la raison est considérée au moment où elle passe à un emploi de ces concepts, tout différent de celui qu'elle en faisait auparavant. Ce passage rend une comparaison de l'ancien et du nouvel usage nécessaire pour bien distinguer la nouvelle voie, Gley, de la précédente et faire remarquer en même temps la connexion, Zusammenhang, de l'une et de l'autre. Aussi des considérations de cette espèce, entre autres celles qui ont pour objet, une fois encore,
le concept de la liberté dans l'usage pratique de la raison pure, ne doivent-elles pas être considérées comme une parenthèse, Einschäbsel, servant presque uniquement à combler les lacunes du système critique de la raison spéculative, car ce dernier est complet à son point de vue, et comme des étais et des arcs-boutants ajoutés après coup à une construction trop rapidement faite. Mais bien comme de véritables membres qui rendent visible la cohésion du système et font percevoir maintenant dans leur forme réelle, in ihrer reellen Darstellung, des concepts qui ne pouvaient, dans la critique de la raison pure, d'or, être représentés que d'une manière problématique. Cette remarque s'applique spécialement au concept de la liberté, à propos duquel il faut remarquer avec étonnement que bon nombre d'hommes se vantent de le percevoir très bien, ganz wohl einzusehen, et d'en pouvoir expliquer la possibilité, en le considérant simplement au point de vue psychologique, tandis que, s'ils l'avaient d'abord examiné avec soin au point de vue transcendantal, ils auraient reconnu non seulement qu'il est indispensable, sen Unberlichkeit, comme concept problématique pour l'usage complet de la raison spéculative, mais encore qu'il est absolument incompréhensible. Si ensuite ils étaient passés à l'usage pratique de ce concept, ils auraient dû en venir de même précisément à une détermination de ce concept, relativement à ces principes, identique à celle à laquelle ils ont aujourd'hui tant de peine à donner leur assentiment. Zu welcher sie sich so ungern verstehen wollen. Le concept de la liberté est la pierre d'achoppement de tous les empiristes, mais aussi la clé des principes pratiques les plus sublimes pour les moralistes critiques, qui comprennent par là la nécessité de procéder rationnellement. C'est pourquoi je prie le lecteur de ne pas parcourir d'un œil distrait, mi flüchtigen Auge, ce qui est dit de ce concept à la fin de l'analytique. Un système comme celui de la raison pure pratique, développé ici par la critique de cette raison, a-t-il coûté beaucoup ou peu de peine, surtout pour ne pas manquer le vrai point de vue d'où l'ensemble peut en être exactement esquissé. Vorgezeichnet. Je dois en laisser juger ceux qui se connaissent à ce genre de travail. Ce système suppose à la vérité les fondements de la métaphysique des mœurs, mais seulement dans la mesure où ceux-ci nous font faire préalablement connaissance avec le principe du devoir, en indique une formule déterminée et la justifie. Pour le reste, il se suffit par lui-même. Bestet durch sich selbst. La division de toutes les sciences pratiques n'a pas été ici ajoutée en complément, comme cela a été fait dans la critique de la raison spéculative. Il y a, de cette omission, un motif valable dans la nature même du pouvoir de la raison pratique. Car la détermination spéciale des devoirs, comme devoirs des hommes, en vue de leur division, est possible seulement quand le sujet de cette détermination, l'homme, a été connu d'après sa nature réelle, au moins dans la mesure où cela est nécessaire par rapport aux devoirs en général. Mais cette détermination n'appartient pas à une critique de la raison pratique en général, qui n'a qu'à indiquer d'une manière complète les principes de la possibilité, de l'étendue, Umfang, et des limites de la raison pratique. Sans référence spéciale à la nature humaine, ohne besondere Beziehung auf die menschliche Natur. La division appartient donc ici au système de la science, non à celui de la critique. J'ai, dans le second chapitre de l'analytique, donné, je l'espère, satisfaction à un critique ami de la vérité, mordant, Scharfen, et cependant toujours digne de considération, qui objectait que, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, le concept du bien n'avait pas été établi, comme cela eût été nécessaire dans son opinion, avant le principe moral. J'ai également tenu compte de quelques autres objections, qui me sont venues d'hommes auxquels la recherche de la vérité tient manifestement à cœur, car ceux qui n'ont devant les yeux que leur ancien système et qui ont déjà arrêté à l'avance ce qui doit être approuvé ou désapprouvé, ne me demanderont aucune explication qui pourrait embarrasser le chemin de leur opinion privée égale ihrer Privatabsicht im Wege sind. Et c'est ainsi que j'en userai désormais. Début note astérisque, on pourrait encore m'objecter que je n'ai pas non plus expliqué auparavant le concept de la faculté de désirer, Begehrungsvermögens, ou du sentiment du plaisir, bien que ce reproche soit injuste, parce qu'on devrait supposer raisonnablement que cette explication a été donnée dans la psychologie. Mais la définition pourrait, il est vrai, y être posée de manière à donner le sentiment du plaisir pour principe à la détermination de la faculté de désirer, comme en effet cela se produit d'ordinaire, et ainsi le principe suprême de la philosophie pratique devrait nécessairement se présenter comme empirique, empirisch auffallen, ce qu'il s'agit cependant d'abord de résoudre et ce qui est complètement contredit, widerlegt, dans cette critique. Aussi,
Je veux donner ici cette explication comme elle doit l'être, pour laisser indécis, comme il convient en commençant, ce point contesté. La vie est, pour un être, le pouvoir d'agir selon les lois de la faculté de désirer. La faculté de désirer est, pour le même être, le pouvoir d'être par ses représentations, Vorstellungen, cause, Ursache, de la réalité des objets de ces représentations. Le plaisir est la représentation de l'accord de l'objet ou de l'action avec les conditions subjectives de la vie, c'est-à-dire avec le pouvoir de causalité d'une représentation par rapport à la réalité de son objet, ou à la détermination des forces du sujet pour l'action qui le produit égale zur Handlunge Servorzubringen. Je n'ai pas, en vue de la critique, besoin de plus de concepts empruntés à la psychologie. Le reste est fourni par la critique elle-même. On s'aperçoit aisément que cette explication laisse indécise la question de savoir si le plaisir doit toujours être pris pour principe de la faculté de désirer, ou bien si, sous certaines conditions, il ne fait que suivre la détermination de cette dernière, car elle ne comprend que des signes, la hauteur Merkmalen, de l'entendement pur, c'est-à-dire de catégories, qui ne contiennent rien d'empirique. C'est une précaution qui mérite fort d'être recommandée dans la philosophie tout entière, quoiqu'elle soit souvent négligée, que celle de ne pas préjuger les questions, seinen urteilen, nicht vorzugreifen, par une définition hasardée, avant d'avoir fait du concept une analyse complète, qui souvent n'est obtenue que très tard. On remarquera aussi que, dans le cours de la critique, dans celle de la raison théorique aussi bien que dans celle de la raison pratique, il se présente différentes occasions de suppléer à certaines lacunes dans l'ancienne méthode, Gange, dogmatique de la philosophie, et de corriger des erreurs qu'on ne peut remarquer si l'on n'a pas fait des concepts un usage rationnel qui s'applique à leur ensemble, aufs Ganze derselbe. Quand nous avons à étudier une faculté particulière de l'âme humaine dans ses sources, son contenu, ses limites, nous ne pouvons certes pas, en raison de la nature de la connaissance humaine, faire autrement que de commencer par les parties de cette faculté, par une exposition exacte et, autant que cela est possible, dans l'état actuel des éléments déjà acquis, complète de ces parties. Mais il faut encore faire attention à une autre chose, ist noch eine zweite Aufmerksamkeit, plus philosophique et architectonique, il faut saisir exactement, richtig zu fassen, l'idée du tout, et en partant de là, considérer dans la faculté de la raison pure, toutes ces parties dans leur rapport réciproque, en les faisant dériver du concept de ce tout. Cet examen et cette garantie, Gewährleistung, ne sont possibles que pour ceux qui ont la connaissance la plus approfondie du système. Quant à ceux qui se sont rebutés à la première recherche et, qui par suite, ayant estimé que ce n'était pas la peine d'acquérir cette connaissance, n'arrivent pas au second degré, c'est-à-dire à la vue. D'ensemble, Übersicht, qui est un retour synthétique sur ce qui avait été d'abord donné par l'analyse, il n'y a rien d'étonnant qu'il trouve partout des inconséquences, bien que les lacunes qu'il suppose, Vermoussen-Lassen, n'existent pas dans le système même, mais seulement dans la marche incohérente, Unzusammenhängenden, de leur propre pensée. Je n'appréhende nullement pour ce traité le reproche de vouloir introduire une langue nouvelle, parce que la connaissance dont il y est question présente elle-même un caractère plus populaire. Ce reproche ne pouvait, même à propos de la première critique, venir à l'esprit de quelqu'un qui ne se serait pas borné à feuilleter l'ouvrage, mais qui l'aurait approfondi. Forger des mots nouveaux, là où la langue ne manque pas d'expression pour des concepts donnés, c'est prendre une peine puérile pour se distinguer de la foule, sinon par des pensées nouvelles et vraies, du moins par une nouvelle pièce cousue sur un vieil habit. Si donc les lecteurs de cet écrit connaissent des expressions plus populaires, qui cependant soient aussi bien appropriées à la pensée que les miennes me paraissent l'être, ou bien s'ils se sentent la force, sich getrauen, de démontrer à peu près la futilité, Nichtigkeit, de ces pensées elles-mêmes. Et partant aussi celle de l'expression, il m'obligerait beaucoup dans le premier cas, car je ne souhaite que d'être compris, et dans le second cas, il mériterait bien de la philosophie. Mais aussi longtemps que ces pensées restent debout, je doute beaucoup que des expressions plus appropriées et cependant plus communes, puissent être trouvées pour elles astérisque. Début note astérisque, je crains plus que cette obscurité égale Unverständlichkeit, qu'on se méprenne ici ou là sur quelques expressions que j'ai choisies avec le plus grand soin, pour empêcher qu'on ne saisisse mal, nicht verfehlen zu lassen, le concept auquel elles s'appliquent. Ainsi, dans la table des catégories de la raison pratique, sous le titre de la modalité, le permis, erlete,
et le défendu, une éloté, le possible et l'impossible pratiquement et objectivement, ont à peu près le même sens dans le langage ordinaire que la catégorie suivante du devoir et de l'opposé au devoir, Pflicht, Pflichtwidrigen, mais ici, les premiers termes doivent signifier ce qui est en accord ou en contradiction avec un précepte pratique simplement possible, comme, par exemple, la solution de tous les problèmes de la géométrie et de la mécanique. Les seconds. Ce qui soutient le même rapport, in solcher Beziehung, avec une loi qui réside réellement dans la raison en général. Et cette différence de signification n'est pas complètement étrangère au langage ordinaire, bien qu'elle soit quelque chose d'inusité. Par exemple, il est défendu, une éloté, à un orateur, en tant qu'orateur, de forger de nouveaux mots ou des constructions nouvelles. Cela est permis, dans une certaine mesure, au poète. Dans aucun de ces deux cas, on ne pense au devoir. Car si quelqu'un veut perdre la réputation d'orateur, personne ne peut l'en empêcher. Il n'est question ici que de la distinction des impératifs en principe de détermination, Bestimmungsgründe, problématique, assertorique et apodictique. De même, dans la note où j'ai opposé les unes aux autres les idées morales de perfection pratique, d'après les différentes écoles philosophiques, j'ai distingué l'idée de la sagesse de celle de la sainteté, bien que j'ai déclaré, erklärt, qu'essentiellement, im Grunde, et objectivement, elles étaient identiques. Mais en cet endroit, je n'entends par là que la sagesse que l'homme, le stoïcien, s'arroge, anma, et, par conséquent, je la prends subjectivement comme une propriété attribuée à l'homme. Peut-être l'expression de vertu, dont le stoïcien faisait si grand cas, pourrait-elle mieux caractériser son école. Mais l'expression d'un postulat de la raison pure pratique pourrait encore occasionner une méprise plus grande, si l'on en confondait la signification avec celle des postulats de la mathématique pure, qui entraînent avec eux une certitude apodictique. Ces derniers postulent la possibilité d'une action dont auparavant, a priori, théoriquement et avec une pleine certitude, on a reconnu l'objet, Gegenstand, comme possible. Le premier postule la possibilité d'un objet lui-même, de Dieu et de l'immortalité de l'âme, d'après des lois pratiques apodictiques et, par suite, uniquement au profit d'une raison pratique, car cette certitude de la possibilité postulée n'est pas du tout théorique, n'est par conséquent pas non plus apodictique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une nécessité reconnue par rapport à l'objet, mais une supposition nécessaire par rapport au sujet, pour l'observation, Befolgung, de ces lois objectives, mais pratiques. Par conséquent, elle n'est qu'une hypothèse nécessaire. Je n'ai pas su trouver de meilleure expression pour cette nécessité subjective, mais vraie et inconditionnée, unbedingt, de la raison. De cette manière donc les principes a priori de deux pouvoirs de l'âme, Gemus, de la faculté de connaître et de la faculté de désirer, seraient découverts et déterminés quant aux conditions, à l'étendue et aux limites de leur emploi. Ainsi serait établi le seul fondement solide d'une philosophie systématique, théorique et pratique, aussi bien que de la science. Ce qui pourrait arriver de plus fâcheux pour ces travaux, Bemühungen, ce serait que quelqu'un fît cette découverte imprévue qu'il n'y a nulle part et qu'il ne peut y avoir aucune connaissance a priori. Mais il n'y a aucun danger de ce côté. Ce serait tout à fait comme si quelqu'un voulait prouver par la raison qu'il n'y a pas de raison. Car nous disons que nous connaissons une chose par la raison, seulement quand nous avons conscience que nous aurions pu la connaître, même si elle ne nous avait pas été présentée ainsi dans l'expérience. Partant, connaissance rationnelle et connaissance a priori sont choses identiques. D'un principe d'expérience vouloir tirer de la nécessité, ex pumissa quam, et avec celle-ci aussi vouloir donner à un jugement la véritable universalité, sans laquelle il n'y a pas de raisonnement égal Vernunftschluss, par conséquent pas même de raisonnement, Schluss, par analogie. Puisque l'analogie est au moins une universalité présumée, une nécessité objective et par suite suppose toujours l'universalité véritable, c'est une contradiction évidente. Substituer la nécessité subjective, c'est-à-dire l'habitude, à la nécessité objective qui n'existe que dans des jugements a priori, c'est refuser à la raison le pouvoir de porter un jugement sur l'objet, c'est-à-dire de le connaître, lui et ce qui lui appartient, Zukom, c'est, par exemple, à propos de ce qui a suivi souvent et toujours un certain état antécédent. Ne pas dire que l'on peut conclure de ceci à cela, car ce raisonnement indiquerait une nécessité objective et le concept d'une liaison a priori,
mais seulement qu'on peut attendre des cas semblables, avec les animaux et comme eux, c'est rejeter le concept de la cause comme essentiellement imgrundé, faux et comme une simple illusion de la pensée. Tentera-t-on de remédier à ce défaut de valeur objective et d'universalité qui en découle, en alléguant qu'on ne voit pas de motif pour attribuer à d'autres êtres raisonnables une autre espèce de représentation? Dans le cas où ce raisonnement serait valable, notre ignorance nous rendrait plus de service que toute réflexion, pour l'extension de notre connaissance. Par cela seul, en effet, que nous ne connaissons pas d'êtres raisonnables en dehors de l'homme, nous aurions le droit de leur supposer l'organisation que nous connaissons, c'est-à-dire que nous les connaîtrions réellement. Je ne rappelle même pas ici que l'assentiment universel, Allgemeinheit des Fürwahrhaltens, ne prouve pas la valeur objective d'un jugement, c'est-à-dire sa valeur en tant que connaissance, mais que même, si cet assentiment universel se présentait par hasard, il ne pourrait fournir une preuve de l'accord avec l'objet, que plutôt la valeur objective seule forme la base d'un accord universel et nécessaire. Hume se trouverait fort bien de ce système d'universel empirisme dans les principes, car il ne désirait, comme on le sait, rien de plus que de faire attribuer à la nécessité dans le concept de la cause, au lieu d'une signification objective, un sens simplement subjectif, à savoir l'habitude, pour dénier à la raison tout jugement sur Dieu, la liberté et l'immortalité, et il était certes fort capable, si on lui accordait seulement les principes, d'en tirer les conséquences avec une rigueur toute logique, mis à logischen Bündigkeit. Mais Hume lui-même n'a pas rendu l'empirisme assez universel pour y faire rentrer aussi la mathématique. Il en tenait pour analytique les propositions, qui, si son assertion était exacte, seraient aussi en fait apodictiques, bien qu'on n'en puisse rien conclure par rapport à un pouvoir qu'aurait la raison de porter aussi en philosophie des jugements apodictiques, à savoir des jugements qui seraient synthétiques, comme le principe de causalité. Mais si l'on acceptait l'empirisme universel des principes, la mathématique y serait aussi comprise. Que si cette science est en contradiction avec la raison, qui n'admet que des principes empiriques, comme cela est inévitable dans l'antinomie où la mathématique prouve d'une manière irréfutable l'infinie divisibilité de l'espace que l'empirisme ne peut admettre, la plus grande évidence possible de la démonstration est en contradiction manifeste avec les prétendues conclusions tirées des principes de l'expérience et on doit demander comme l'aveugle de chez Selden, qui me trompe, de la vue ou du toucher. Car l'empirisme se fonde sur une nécessité sentie égale Gefühlten, et le rationalisme sur une nécessité perçue égale Eingesehenen. Ainsi l'empirisme universel se révèle comme le véritable scepticisme, que, dans un sens aussi absolu, l'on a attribué faussement à Hume, car lui au moins laisse dans la mathématique une pierre de touche infaillible de l'expérience, au lieu que cet empirisme universel n'en laisse absolument aucune, une pierre de touche ne pouvant jamais être fournie que par des principes a priori, quoique l'expérience ne comprenne pas toutefois seulement des sentiments, mais aussi des jugements. Cependant, comme dans ce siècle philosophique et critique, cet empirisme peut être difficilement pris au sérieux, qu'il ne sert sans doute qu'à exercer le jugement, et à mettre dans une lumière plus éclatante par le contraste, la nécessité des principes rationnels a priori, on peut savoir quelque gré à ceux qui se donnent la peine de s'occuper de ce travail, qui d'ailleurs n'est pas précisément instructif. Introduction de l'idée d'une critique de la raison pratique. L'usage théorique de la raison porté sur des objets de la faculté pure et simple, Blosson, de connaître, et une critique de la raison, en vue de cet usage, n'avait proprement rapport qu'à la faculté pure, reine, de connaître, parce qu'elle faisait naître le soupçon, fortifié dans la suite, qu'elle se perd facilement au-delà de ses limites, parmi des objets inaccessibles ou des concepts tout à fait contradictoires. Il en est tout autrement pour l'usage pratique de la raison. Dans ce dernier cas, la raison s'occupe des principes déterminants de la volonté, qui est un pouvoir ou de produire des objets correspondant aux représentations, ou de se déterminer soi-même à réaliser ces objets, que le pouvoir physique soit suffisant ou non, c'est-à-dire de déterminer sa causalité. Là en effet, la raison peut du moins suffire à la détermination de la volonté et elle a toujours de la réalité objective, en tant qu'il s'agit uniquement du vouloir. La première question ici est donc de savoir si la raison pure suffit à elle seule à déterminer la volonté, ou si elle ne peut en être un principe de détermination, que comme dépendant de conditions empiriques, empirisch bedingt. Un concept de la causalité, justifié par la critique de la raison pure, mais non susceptible, à la vérité, d'une représentation, Darstellung,
empirique, intervient ici, c'est le concept de la liberté. Si nous pouvons maintenant découvrir des moyens de prouver que cette propriété appartient en fait à la volonté humaine, et ainsi aussi à la volonté de tous les êtres raisonnables, il sera montré, d'Arguettant, par là, non seulement que la raison pure peut être pratique, mais qu'elle seule, et non la raison limitée empiriquement, est pratique d'une façon inconditionnée, unbedingterweise. 1. Par conséquent, nous avons à faire une critique, non de la raison pure pratique, mais seulement de la raison pratique en général. Car la raison pure, quand on a montré qu'elle existe, n'a pas besoin de critique. C'est elle qui contient elle-même la règle pour la critique de tout son usage. La critique de la raison pratique en général est donc obligée d'enlever à la raison, conditionnée empiriquement, la prétention de constituer exclusivement le principe déterminant de la volonté. L'usage de la raison pure, s'il est démontré qu'elle existe, est seul immanent, l'usage empiriquement conditionné, qui s'arroge la souveraineté, est au contraire transcendant et se manifeste par des prétentions et des ordres qui dépassent tout à fait son domaine. C'est précisément l'inverse de ce qui pourrait être dit de l'usage spéculatif de la raison pure. Cependant, comme c'est toujours encore la connaissance de la raison pure qui sert ici de fondement à l'usage pratique, la division d'une critique de la raison pratique doit, dans ses grandes eignes, des Allgemeinen Abrissnach, être conforme à celle de la raison spéculative. Nous devons donc avoir une doctrine élémentaire et une méthodologie de la raison pratique. Dans la première, une analytique comme règle de la vérité et une dialectique comme exposition et solution de l'apparence, chacun, dans les jugements de la raison pratique. Mais l'ordre sera, dans la subdivision de l'analytique, l'inverse de celui qui a été suivi dans la critique de la raison pure spéculative. Car, dans le cas présent, nous commencerons par les principes et nous irons au concept, de ceux-ci ensuite au sens, s'il est possible. Tandis qu'au contraire, dans la raison spéculative, nous avons dû commencer par les sens et finir par les principes. C'est que maintenant nous avons affaire à une volonté, nous avons à considérer la raison dans son rapport, non aux objets, mais à cette volonté et à sa causalité. Les principes de la causalité inconditionnée empiriquement doivent donc être le point de départ, après lequel on pourra essayer d'établir nos concepts du principe de détermination d'une telle volonté, de leur application aux objets et enfin au sujet et à sa sensibilité. La loi de la causalité par liberté, Causalitätausfreiheit, c'est-à-dire un principe pratique pur, forme ici de toute nécessité le point de départ et détermine les objets auxquels il peut seulement être appliqué. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.